Bonjour à YouTube, c'est Daimon, cette vidéo est sponsorisée par extralucide.fr, je vous en reparle dans quelques minutes. Je ne sais pas pour vous, mais les jeux d'argent m'ont toujours mis mal à l'aise instinctivement. Agnostique confirmé, je trouve pourtant salutaire l'interdiction des paris et jeux que professent la plupart des religions. Parce que l'argent est une problématique trop importante pour le jouer sur un coup de dé ou le résultat d'un match. Pour autant, je comprends le frisson que peut provoquer un enjeu. Le meilleur exemple que je connaisse en la matière est le poker. Avez-vous essayé de jouer au poker sans miser d'argent réel? Remplacez même une petite mise par des jetons sans valeur et vous obtenez un jeu de cartes absurde où les all-in, les tapis, s'enchaînent sans raison et, du coup, sans véritable intérêt. Mais ce frisson causé tant par la peur de perdre que l'espoir du gain a aussi un coût. Addiction au jeu, pertes conséquentes, dettes, famille ruinée, sachant que sur le long terme, la quasi-totalité des joueurs sont perdants. Vous vous souvenez peut-être du slogan signature du loto en 1991 « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Cette tautologie tentait de vous faire oublier que 100% des perdants aussi, mais qu'ils sont incommensurablement plus nombreux. Et nous y reviendrons, l'immense majorité des gros joueurs sont issus des classes populaires. C'est pourquoi certains analysent les paris sportifs, loteries et jeux d'argent comme étant un impôt sur les pauvres. Des pauvres qui, pour sortir de la misère, s'y enfoncent inexorablement. Voilà une problématique à même de faire bondir un menchevique. D'autant que la situation n'a pas toujours été celle que l'on connaît actuellement, en France du moins. Dans l'Hexagone, au fil des siècles, la réglementation du jeu a ainsi oscillé entre une prohibition absolue et une autorisation encadrée. À l'origine de notre législation existait la loi du 21 mai 1836, complétée bien plus tard par celle du 12 juillet 1983 sur les jeux de hasard, qui interdisait purement et simplement les loteries, sauf si elles sont organisées localement ou pour des associations caritatives. À cette première exception, d'autres vont peu à peu se rajouter. C'est ainsi qu'une loi de 1891 va autoriser les paris sur les courses de chevaux, mais les réserver aux paris mutuels urbains, el famoso PMU. Ce système de paris mutuels est à opposer aux paris basés sur le bookmaking avec des codes fixes. Pourquoi des courses de chevaux? Je n'en ai pas la moindre idée. À ma connaissance, la discipline ne passionne pas grand monde en dehors des parieurs d'un certain âge, ce qui n'est pas le cas d'autres sports. Il est probable qu'au 19e siècle, les compétitions hippiques étaient plus populaires qu'au 21e. Le 31 mai 1933, le législateur a prévu que les loteries et les paris sportifs seraient possibles dans le cadre d'un monopole d'État confié à la Française des Jeux, aujourd'hui abrégé en FDJ. L'État détenait 51% des parts, puis 72%, avant de privatiser en grande partie le capital de la FDJ sous la présidence de Macron, libéral devant l'éternel, réduisant sa participation à 20%. Enfin, une série de lois viendront tout au long du XXe siècle réglementer l'activité des casinos, à l'origine situés exclusivement dans les stations balnéaires, thermales ou climatiques. Raison pour laquelle il y a souvent un casino dans une ville qui se termine par les bains. Leur dossier, comme leur personnel, devra cependant être validé par le ministère de l'Intérieur. Mais alors, d'où vient ce revirement libéral progressif sur les jeux d'argent? Parce qu'il n'est pas si loin le temps où les dirigeants de bwin se faisaient arrêter par les autorités pour infraction aux lois françaises sur les jeux d'argent. Comme souvent, c'est notre appartenance à l'Union Européenne qui a été décisive. Et il faut reconnaître que l'attitude des États membres était en la matière à la limite de la schizophrénie, ayant à peu près tous comme principe la prohibition des jeux, tout en ayant comme exception ces monopoles. Si le prétexte était un objectif de santé publique, pourquoi à ce point faire la promotion des jeux d'argent ? Probablement parce que c'est un marché particulièrement juteux. Pour les joueurs, l'attrait des paris est double. À la perspective d'une vie meilleure et aisée, s'ajoute bien sûr le frisson du parieur produit par l'enjeu. Voir s'égrener à la télévision les chiffres du loto par un présentateur à la diction robotique n'a en soi rien de bien passionnant. Mais entendre valider un par un ce que l'on a coché sur sa grille provoque sans doute une excitation sans commune mesure avec les petits plaisirs du quotidien. Concernant les paris sportifs et, dans une moindre mesure des jeux comme le poker, le problème est encore différent. La carotte, c'est que la chance ne fait pas tout à fait cavalier seul cette fois. Le joueur qui gagne valide non seulement ses gains, mais aussi et surtout sa connaissance du sport en question, de son actualité, de sa méta. Il n'est donc plus un simple couillon qui a eu de la chance une fois, mais un expert qui a fait ses preuves. Il s'agit ici d'une combinaison des biais d'autocomplaisance et d'attribution qui nous laissent à penser que nos succès proviennent de nous et nos échecs d'une cause extérieure, l'arbitre, un attaquant qui s'est blessé ou simplement la malchance. En cas de succès, nous sommes donc enclins à penser que nous sommes un connaisseur et que ce sont les autres les moutons. En occultant bien sûr tous nos échecs passés et futurs et en nous gardant de vérifier si l'on est bien gagnant sur la globalité de nos mises. Des influenceurs profitent d'ailleurs de cette nouvelle tendance en conseillant leur audience sur les paris à faire, devenant du même coup des agents économiques au rôle de prescripteurs et donc de promoteurs de cette industrie pour entretenir la niche qu'ils se sont récemment constituée. Souvent, ils s'en défendent en précisant faire de la prévention. Qu'ils en aient réellement l'impression ou pas, à la limite peu importe. Sur ce point, je suis d'accord avec le Bouzeux Magazine, les intentions importent peu au regard des conséquences réelles de nos actions.
D'ailleurs, concernant ces influenceurs, je vous recommande la vidéo du roi des rats en lien dans la description. Addiction au jeu, déni, obsession de se refaire, ruine, suicide. Si au niveau individuel il s'agit de drames familiaux parfaitement évitables, à l'échelle d'un pays il s'agit d'un problème de santé publique bien documenté. S'agit-il pour autant d'une taxe facultative sur la pauvreté comme mon instinct de menchevique me le fait pressentir? Observons le détail des données disponibles. Si les joueurs occasionnels ont tendance à être moins diplômés mais à bénéficier de plus hauts revenus que la moyenne des non-joueurs, les chiffres des joueurs réguliers, au moins une fois par semaine, sont éloquents. Les joueurs jugés problématiques, réguliers, à risque moyen et élevé, sont souvent de jeunes hommes avec peu de diplômes et de faibles revenus. Du coup, on peut légitimement se demander si les jeux de hasard et d'argent fonctionneraient autant dans un système avec le salaire à vie tel que décrit par Bernard Friot. Je ne pense pas, même en imaginant qu'un tel système ne légifère pas sur cette question précise, ce qui serait étonnant, car les jeux de hasard et d'argent constituent avant tout pour ce public, jeune et précaire, une fuite en avant dans la misère. Si les pauvres jouent autant, c'est sans doute parce qu'il leur apparaît que c'est pour eux l'unique manière, même improbable, de sortir de leurs conditions peu enviables. Ce qui en dit long sur l'état de notre société et sur ce fameux filet de sécurité à la française dont les mailles s'élargissent d'année en année. Et ça, le marketing sans scrupule des bookmakers numériques l'a bien compris, avec ses récentes campagnes Mettre la daronne à l'abri et Tout pour la daronne, suivi d'un slogan Grosse cote, gros gain, gros respect, invitant à miser beaucoup sur les paris les plus risqués pour démontrer son audace et sa supériorité, l'expertise dont on a parlé plus tôt sur les autres parieurs. Pour autant, ne pourrait-on pas garder le frisson de l'enjeu, le principe des cotes, la compétition de l'expertise des joueurs sur un pari donné, sans son aspect le plus délétère, l'argent? Le problème, ça n'est pas le risque en soi, mais bien ce qui y est risqué. Pas le jeu, mais les conséquences du jeu, des espèces sonnantes et trébuchantes, quelquefois gagnées, le plus souvent perdues. C'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par extralucide.fr, le site qui propose des paris mutuels gratuits où l'on ne mise que des points. À l'ouverture d'un nouveau compte, vous aurez 10 points, que vous pourrez miser sur des matchs de foot, des combats de boxe, mais aussi le résultat d'une élection ou même l'issue d'un drama entre youtubeurs. Imaginons que je crée un pari sur l'issue du drama et du potentiel procès sur les ex-membres de Voxmakers. Est-ce la team MJ Hermite Moderne qui va l'emporter ou leur ancien patron Thomas Sirix? Personnellement, j'ignorerais ma tendance à défendre le salarié au détriment du dirigeant et je miserais sur Thomas Sirix, n'ayant pas vu de preuves autres que des messages professionnels avec un ton certes très sec et dirigiste, ce qui ne prouve pas les autres accusations, même s'il existe peut-être des preuves que j'ignore. Je ne suis pas du style à jouer beaucoup, je mise 3 points. Admettons que vous jouez contre moi, 3 points aussi et que le total des mises atteint les 100 points parce que c'est plus facile à calculer. Si 80% des points sont misés sur Sirix et 20% sur MJ, se crée alors une cote entre les joueurs. Il y aurait plus à gagner en jouant MJ que Sirix, vu que les gains sont reversés au prorata. Si Sirix remporte son drama et ou son procès, je gagne donc peu. En misant 3 points dessus, je me fais péniblement 4 points, donc un seul point de gain réel, 3 divisé par 80 multiplié par 100. En revanche, vous qui avez été plus malin que moi, en cas de victoire de MJ et des autres Vox, 3 divisé par 20 multiplié par 100, vous en remportez 15, soit un gain réel de 12 points. Alors, vous allez me dire, ouais mais Dai, c'est pas la même sensation de jouer des points que de l'argent, parce qu'on s'en fout des points. Mais on s'en fout. Et qu'on s'en fout pas de l'argent. Je répondrai, tout dépend ce que représentent les points. Déjà, vous pouvez tomber à zéro, tout perdre et ne plus pouvoir parier. Même en l'absence de gains autres que symboliques, c'est un risque suffisant pour ne pas vouloir faire tapis sur un coup de tête. Mais en plus de ça, les points que vous gagnez peuvent être échangés contre des cartes Steam ou Amazon qui ont, elles, une valeur réelle. Comment regagner des points sur extralucide.fr donc ? En plus de ceux offerts à l'ouverture de votre compte, vous pouvez créer de nouveaux paris qui, s'ils sont validés par le site, vous rapporteront immédiatement 50 points, auxquels s'ajouteront 5% de commission sur toutes les mises que générera votre pari. Dans notre exemple, créer ce pari me rapporterait donc 55 points même sans jouer moi-même. Le créateur du site réfléchit également à la possibilité de créditer les comptes d'1 point par jour de façon passive, même si rien n'est encore décidé en la matière. Mais alors Dai, reprendrez-vous, quel est le modèle économique de ce site? Est-ce qu'on peut acheter des points? Non, il en est évidemment hors de question, autrement ce serait là des jeux d'argent déguisés et pire, un pay to win. Je me suis donc bien assuré que ce ne soit pas le cas avant d'accepter d'en faire la promotion. Extralucide.fr peut être soutenu, comme tout créateur, par des dons si vous souhaitez encourager cette initiative. Il existe également la possibilité d'acheter du cosmétique, un peu comme sur Twitch, où vous débloquez une mise en valeur de votre pseudo et des emotes des chaînes auxquelles vous vous abonnez. Ce site serait donc un système de paris alternatif en donationware avec une composante pay to shine. En langage jeu vidéo, c'est en effet la meilleure description que j'ai trouvée d'extralucide.fr, qui me rappelle Pass of Exile pour son modèle économique, hélas trop rare. Bref, jouez, prenez des risques, faites des paris autant que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne jouez jamais d'argent. L'argent est un sujet trop important et trop sérieux pour en faire un jeu.
C'est peut-être même la seule chose qui ne devrait jamais faire l'objet d'un jeu, même dans le cadre d'un monopole d'État, car cela devient inévitablement une arnaque légale généralisée qui vise les plus pauvres d'entre nous. Ouais, j'ai pas trouvé plus fun comme conclusion. Merci à extralucide.fr dont le lien est dans la description pour avoir sponsorisé cette pensée anticapitaliste. Je vous dis à très vite, c'était Daimon.